avec une première présentation par Pierre et une deuxième par François ensuite. Donc la société en question a levé des fonds, et pas mal ces derniers temps, donc ça existe effectivement. La société en question, en plus de ça, a une approche très scientifique, c'est-à-dire que ce qui va être présenté a été proposé par d'autres sociétés, mais pas de la façon intelligente et scientifique dont ça a été fait. Dans le cadre des études scientifiques, Pia a largement participé à ces études et en a fait sa thèse. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé, je pensais que c'était la personne la plus adaptée pour pouvoir venir nous présenter cette solution. Merci. C'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'Académie nationale de chirurgie de m'inviter. C'est vraiment un honneur. Et puis, je me permets, avant de commencer ma présentation, de saluer votre ouverture d'esprit face à des questions qui sont absolument fondamentales, je pense, en médecine, comme l'enseignement, revoir la pédagogie, utiliser des nouveaux outils, ne plus être figé sur un modèle d'apprentissage. Et puis vraiment aussi, je salue avec la simulation le fait qu'aujourd'hui en médecine, on avait déjà les centres avec les cadavres, mais la simulation avec la réalité virtuelle, on va en parler, ça permet quand même de pouvoir pratiquer sans faire mal à nos patients. Et justement, je vais rebondir sur ça avec ce que je vais vous présenter, le fait que c'est vrai que les patients, c'est très important en médecine, notamment en chirurgie, parce que notre apprentissage se faisait avant directement sur les patients. On pratiquait sur eux, on apprenait à travers eux. Ça fait partie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on a quand même des moyens pour pouvoir éviter certaines choses et apprendre de manière tout aussi qualitative. Donc, je salue vraiment la démarche aujourd'hui de parler de ces deux aspects, la pédagogie et la simulation. Donc, je m'appelle Pia Vessière, je suis interne de neurochirurgie, je finis mon 8e semestre. Je viens de Genève et je suis un peu hybride. J'ai fait une partie de mes études en France aussi, à Paris. Et là, je reviens pour faire ma fin d'internat d'ailleurs à Paris, la Fondation Rothschild. Et donc, c'est vrai que j'ai fait une partie de ma thèse sur la réalité virtuelle, mais pas pour les chirurgiens, ce qui a choqué pas mal de mes seniors, mais pour les patients. Je vais donc, à travers plusieurs points, assez rapidement, vous expliquer comment je suis venue à utiliser cette réalité virtuelle que je ne connaissais pas du tout avant dans mes études et comment j'ai réussi à l'appliquer aux patients et à faire plusieurs études. Donc, depuis toujours, j'ai été intéressée par la douleur et l'anxiété chez les patients. Et c'est vrai que du coup, quand je suis rentrée dans le cursus de chirurgie, ça m'a intriguée de savoir à quel point la douleur et l'anxiété, c'était quelque chose d'important chez nos patients. Et surtout, j'ai réalisé qu'il y avait des moments clés, des moments où la douleur et l'anxiété séparées de la douleur, d'ailleurs, vous allez voir, sont vraiment importants et ont le moment est important parce que ça va avoir un impact sur le long terme, sur les complications à long terme. Et par exemple, la douleur chronique qu'on connaît tous, on fabrique de la douleur avec la chirurgie. Vous allez voir, c'est important de savoir quand est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact et éviter ces conséquences à long terme. Donc, je me suis intéressée à ça et donc j'ai fait un peu de revue de la littérature. Ça, c'est important, c'est pour vous montrer qu'en préopératoire, juste avant l'intervention chirurgicale, il y a beaucoup d'études qui montrent que les patients sont particulièrement stressés à ce moment-là, juste avant, quand ils sont dans le sas d'anesthésie ou dans le bloc et qui vont être intubés. On voit que, évidemment, l'anxiété est reliée à des risques de mortalité et morbidité. Puis il y a un cercle vicieux. Plus le patient est anxieux, plus il pense qu'il va y avoir des risques et plus souvent il y a des risques. Donc, il y a toute une batterie d'études à propos de ça. Et ensuite, j'aborde le domaine de la douleur cette fois-ci. Et la douleur, le moment où elle est le plus importante, c'est en post-opératoire. Post-opératoire immédiat, on voit qu'il y a un certain nombre de chirurgies. Les petits smileys que vous voyez, je sais que ça fait un tableau très simplet, mais c'est les petits smileys de l'échelle EVA qu'on utilise pour nos patients. Donc la douleur modérée et la douleur élevée. On voit qu'on a beaucoup de nos chirurgies qui font mal. La chirurgie, ça fait mal. On crée de la douleur. Il faut qu'on l'accepte. On fait aussi du bien à nos patients, mais on leur fait aussi mal. Et du coup, on a la chirurgie, on a vraiment la douleur aiguë à 48 heures et puis la douleur qui sera supérieure à 48 heures. En fonction des différents types de chirurgie, et c'est important.
Bref, donc les deux choses à retenir, c'est l'anxiété à ce moment clé qui est juste avant la chirurgie et la douleur qui a lieu après notre geste en post-opératoire immédiat et un peu plus à distance. Donc dans ma démarche, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé mon internat, je me suis dit quels sont les outils pour prendre en charge l'anxiété et la douleur lors de ces moments clés du parcours chirurgical pour le patient. Et vous le savez tous, évidemment, il y a la pharmacologie avec le fentanyl, mais vous savez aussi qu'il y a la crise des opiacés. Il faut faire attention à ces choses-là. On a beaucoup de thérapies alternatives avec l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture qui peuvent être utilisées aujourd'hui et qui sont tout aussi efficaces. On le voit de plus en plus dans les études. Et puis, il y a cette réalité virtuelle qui arrive, qui est nouvelle, dont on commence à parler et qui est extrêmement intrigante. On va voir pourquoi. Donc, je vais essayer d'être très simple, mais vous allez voir depuis le début de ces présentations aujourd'hui, on parle d'immersion. Il faut vraiment comprendre ce concept qui fait la réalité virtuelle. C'est cette immersion. Elle se base sur deux choses. Donc, je m'appuie sur des études. Vous allez voir, j'ai mis les noms des études. Donc, il y a ce qui s'appelle l'illusion psychique et l'illusion physique. C'est deux points fondamentaux, the sense of presence et embodiment. Et c'est ça qui fait la puissance de la réalité virtuelle. C'est qu'en fait, quand vous mettez votre casque, la première chose, c'est l'illusion psychique. Ça provoque des émotions, des vraies émotions. Vous en avez déjà quand vous regardez un film, quand vous regardez la télé ou quand vous écoutez de la musique. Imaginez si on met tout en synergie en même temps, ça veut dire que vous avez et le son d'une grande qualité et des images qui sont aussi d'une très grande qualité avec le 3D qui permet d'avoir justement un sentiment d'être à l'intérieur. Et ça va vous démultiplier vos émotions. Le ressenti va être beaucoup plus important. Et vous avez aussi l'illusion physique. Et donc, l'illusion physique, c'est vraiment comme vous savez, avec les douleurs de membres fantômes, comme on utilise, vous voyez des mains, par exemple, comme cette image, et vous avez la sensation qu'elles vous appartiennent et que vous êtes maître de ces mains qui, en réalité, ne sont pas les vôtres. C'est la virtual reality, la VR, mais c'est ça qui est tout aussi intriguant. Donc, ces deux points fondamentaux font l'immersion, c'est l'illusion physique et l'illusion psychique. Donc, je vais venir du coup à mon travail de thèse. Je sais qu'il y a deux moments clés donc, qui sont le pré-op et le post-op pour l'anxiété et la douleur qui ont des rôles très importants dans le suivi ensuite de nos patients. Et il y a cette virtual reality, cette réalité virtuelle. Désolée, c'est le côté suisse, on a tendance à mettre de l'anglais partout. On a un peu beaucoup de langues chez nous, et du coup, je me suis dit, quelle est la part de la réalité virtuelle en chirurgie pour les patients, et notamment dans mon domaine en neurochirurgie. Donc, j'ai fait comme tous les étudiants, une revue systématique de la littérature. J'ai regardé plus d'une centaine de publications entre 1995 et 2021 qui montraient donc des études randomisées, contrôlées, et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes étaient centrées vers les patients, alors vers les chirurgiens. Et c'est un peu, je vais à contre-courant de ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, mais c'est important, ils font partie de notre pratique. En fait, ils sont les sujets de la pratique, pour être honnête, et pas nous, mais c'est pour rebondir un peu. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu d'études sur la réalité virtuelle et les patients. Il y en a énormément sur les chirurgiens. Énormément. Il y en a beaucoup et de plus en plus. Et on peut voir d'ailleurs que le peu d'études sur les patients en réalité virtuelle, elles sont récentes. Donc, on en vient à l'idée de faire des études sur la réalité virtuelle de nos patients à nous en chirurgie dans ces moments clés qui sont le pré-op, le post-op, mais aussi, et vous allez voir, c'est le péropératoire, donc durant la chirurgie. Donc pour ça, je me suis basée sur ces moments clés. Vous allez voir, j'ai 3 études. Il y en a une qui est encore en cours. Il ne me manque pas beaucoup de patients, mais il faut que je la finisse. C'est la fameuse qui utilise l'hypnose. Donc on va en parler un peu en détail. Il y a un casque de réalité virtuelle qui est en ce moment en train d'être conçu par l'École Polytechnique de Lausanne. On va revenir dessus, qui s'adapte et qu'on peut utiliser pendant la chirurgie, que ce soit la chirurgie éveillée ou dans d'autres types de chirurgie. Et puis, il y a la réalité virtuelle appliquée à nos patients en post-opératoire quand ils sont hospitalisés, soit pour les premières 48 heures, voire pour du plus long cours. Donc pour ma thèse, ça c'est pour la petite aparté, j'ai travaillé avec l'École Polytechnique de Lausanne, qui est assez connue, c'est
un peu comme l'École polytechnique en France, pas les mêmes concours évidemment. Et puis j'ai travaillé avec le docteur Bruno Herbelin, qui est chercheur en sciences cognitives spécialisé justement dans la réalité virtuelle. Donc l'étude HypnoVR, c'est l'étude de la réalité virtuelle que je suis presque en train de finir, enfin que j'ai bientôt fini, dont le principe est vraiment d'utiliser la réalité virtuelle associée à l'hypnose. Pourquoi est-ce que c'est assez novateur? Et c'est la fameuse entreprise dont parlait Maxime. Donc c'est des anesthésistes de Strasbourg qui ont créé ce logiciel. C'est une petite page pub, mais bon. Mais ce qu'ils ont fait est assez fou parce qu'en fait, ils ont potentialisé l'hypnose. Alors, l'hypnose, comme vous savez, le principe, c'est qu'on défocalise l'attention du patient et ce qui est difficile pour les gens en général, la compliance, elle se fait sur le fait que les gens ont du mal à se projeter dans un univers. Ils ont du mal à vraiment, vous avez du bruit partout autour de vous, ou même si c'est calme, ils ont du mal à s'imaginer dans un environnement qu'ils aiment bien, à créer avec leur imagination l'univers. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'en fait, il va créer l'environnement, vous n'avez pas besoin de faire ce travail. Il vous offre le film et en plus, avec cette capacité d'immersion, il vous fait rentrer dedans. Donc, il casse ce manque de compliance dont on avait besoin pour l'hypnose. Donc, les deux ensemble ont un réel effet, vous allez voir, qui est démontré scientifiquement. Donc, dans mon étude, j'utilise ce fameux casque d'HypnoVR, donc c'est un logiciel d'hypnose intégré à un casque de réalité virtuelle. Au moment, juste avant qu'on fasse la sédation des patients, donc quand ils sont techniqués au bloc opératoire, qu'on pose les cathéters artériels, qui posent le monito, le CG. Et du coup, j'ai une petite tablette qu'on voit. J'ai une souris. C'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. On n'a pas la main avec la. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oui, pas de souci. Bon, le principe, c'est de voir que vous avez une petite tablette qu'on voit que j'ai laissée poser, mais ça peut aussi être votre téléphone portable. C'est hyper facile, c'est gratuit comme application à télécharger, c'est celle qu'on voit là. Et en fait, le principe est très, très simple. Vraiment, vous avez un menu déroulant et vous demandez au patient... vous êtes à côté de lui, vous lui mettez le casque et vous lui dites est-ce que vous voulez une voix d'homme, de femme, est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez comme musique, la langue que vous voulez. Il y a un panel de langues incroyable, le turc, le portugais, bref, vraiment un grand panel. Et puis, vous lui proposez aussi des univers virtuels en lui disant est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller à la montagne, d'aller à la mer, à la forêt, qu'est-ce que vous préférez? Donc le patient, il a quand même le choix, on ne lui impose pas un monde, il va fabriquer son monde, entre guillemets, parmi ce qu'on lui propose. Donc, on arrive à ce stade-là. Il a un casque aussi anti-bruit, un vrai casque anti-bruit. Donc, il n'entend pas le bip du monito qui est à côté, ni tous les bruits que vous avez au bloc opératoire et qui sont, je ne sais pas si vous avez déjà été patient, mais excessivement stressants. Et du coup, il est vraiment coupé. Par contre, le casque filtre les bruits de la voix, enfin, les sons de la voix. Et du coup, vous pouvez quand même lui parler quand vous êtes à proximité et garder un contact avec lui pour pas qu'il se sente complètement perdu. Et donc là, vous avez une petite image de ce qui se passe à l'intérieur de votre casque. C'est très rapide, mais vous pouvez voir, par exemple, si vous choisissez la montagne ou la mer. Donc là, vous avez une simulation du son, choisir les musiques. Et dans ce logiciel, vous avez aussi la voix qu'on n'a pas ici. Et c'est là où il y a tout le travail d'hypnose. Et là, vous voyez sur un petit écran. Imaginez que vous avez un écran qui sont en 3 dimensions. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, vous avez aussi... Voilà. Je vais me mettre là en attendant. Vous avez une voix. C'est là tout le principe de l'hypnose, parce que c'est important. Il faut qu'il y ait un guidage. Quand vous faites de l'hypnose, il y a des étapes à respecter avec justement une immersion, mais qui se fait en plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'il y a un DU d'hypnose qui existe d'ailleurs, parce que il faut vraiment avoir une formation pour faire ça. Mais vous avez la voix derrière qui accompagne le patient en lui disant comment respirer, comment regarder l'environnement, comment s'imprégner des différentes choses. Il est guidé.
Et du coup, pour cette étude, évidemment, parce que c'est une étude, il faut que je prenne des outcomes primaires et secondaires, des mesures le plus objectives possible. Donc, j'ai pas voulu prendre comme mesure principale le VA et je me suis basée sur le cortisol qui est très étudié en anesthésie et qui est assez représentatif. Et du coup, bon, c'est mon tableau, on va voir, que j'utilise pour le protocole. Mais en gros, je vais mesurer le cortisol juste après la petite séance avec le casque. D'ailleurs, la durée du casque, c'est vous qui la choisissez. Elle peut être illimitée et vous interrompez la séance quand le patient il est enfin tout près dans le sas. Des fois, ça prend plus longtemps que prévu. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut lui laisser autant de temps qu'on veut. Mais des fois, c'est 10 minutes, 5 minutes, vous avez des temps différents. Donc, il fait sa séance. Juste après la séance, il va être sédaté. J'ai réussi à intuber 2 fois des patients avec le casque. Ils se sont endormis devant la réalité virtuelle. Et c'est assez prodigieux. Ils étaient très contents après, mais ça, c'est pour le ressenti. Mais tout ça pour vous dire qu'ils s'endorment juste après, on va les intuber, puis là je vais leur prendre une prise de sang de cortisol. Je reprends une prise de sang de cortisol juste après l'intervention dans la salle de réveil, et puis je refais un dosage en salle d'hospitalisation à 24 heures. Et puis j'ai des outcomes secondaires, évidemment, qui sont les constantes hémodynamiques, toute la pharmacopée, et puis les curares, c'est un peu flouté, mais que j'utilise, et j'en ai même d'autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je regarde à 6 semaines post-opératoire. Ça veut dire que je ne regarde pas que l'effet de l'anxiété et de la douleur immédiat, mais vraiment, est-ce que ça a des conséquences à long terme? Et est-ce que si on casse justement le pré-op et le post-op, ces sensations d'anxiété très fortes et douloureuses chez le patient, est-ce que ça peut vraiment changer nos complications ou pas? Je vous mets juste des résultats préliminaires. Je ne veux pas, voilà, l'étude n'est pas encore sortie, elle n'est pas finie. Et puis surtout, c'est important, mais il me faut un nombre de sujets nécessaires qui soit celui que j'ai ciblé statistiquement parlant pour pouvoir vous donner des résultats significatifs ou pas. Donc pour l'instant, ce sont des dosages. Il ne faut pas trop, mais les résultats sont assez fous quand même. Vous pouvez voir que le taux de cortisol des gens qui ont la réalité virtuelle est quand même nettement plus bas. Et les dosages de fentanyl, je n'ai pas encore fait les stats pour savoir significatif ou pas, mais c'est déjà assez représentatif. Donc je vous laisse imaginer sur les outcomes secondaires aussi ce que je peux obtenir. Donc ça, c'est pour l'étude d'HypnoVR qui, dès que j'aurai les résultats définitifs, je vous le dirai, mais ils sont assez fabuleux. Ensuite, il y a le pair opératoire. Donc avec l'École Polytechnique de Lausanne, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est des casques de réalité virtuelle qui soient adaptés au cadre de stéréotaxie. Plus vite. Ah oui, excusez-moi, du coup, c'est bientôt fini. Donc, du coup, ils sont en train de concevoir un fameux casque de réalité virtuelle pour ces cadres qui font très mal à la pose et qui sont souvent utilisés pour des chirurgies réveillées. On peut voir qu'une fois que les cadres sont parfaitement mis en place, pour l'instant, ils sont en phase de test, on va pouvoir les appliquer à énormément de techniques, dont la radiochirurgie et aussi les ultrasons focalisés, donc même hors chirurgie pure, mais radio-interventionnelle. Et ensuite, la dernière, c'était une étude que j'ai faite, mais c'était ma première étude, c'était le post-opératoire. Bon, j'ai commencé à l'envers, mais c'est comme ça, j'avais 153 patients, je leur proposais la réalité virtuelle quand ils étaient hospitalisés. Je faisais certains de mes gestes, même avec les casques de réalité virtuelle. Donc voilà, je posais un drain lombaire, mais ça, c'est pas la partie importante. Où mon patient, il a son casque, il n'est pas anesthésié, il n'a pas de douleur, il était très content. Et c'est une étude que j'ai publiée. Ça, c'était juste pour comparer les populations. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on voit que quand vous mettez le casque, le delta pain, donc ça veut dire la sensation douloureuse avant, après casque, est significativement diminuée chez mes patients. Et les patients sont très contents du port du casque. Après, j'ai fait toute une étude avec des questionnaires de satisfaction. Donc, ma présentation est globalement finie. Je suis allée vite, mais je peux répondre à vos questions après. Sur les perspectives, l'idée, c'est vraiment de faire de la réalité virtuelle de façon individuelle. Ça, c'est l'étape d'après. Et quelque chose qui est fabuleux que j'essaye de faire, que j'essayais de faire, maintenant je passe le relais à mes collègues pour m'intéresser à d'autres choses dans ma surspé, mais c'est, par exemple, vous choisissez une musique que vous aimez et puis vous choisissez aussi un environnement que vous aimez. Par exemple, pour ceux qui aiment la musique classique, on
on vous emmène au Philharmonique de Paris dans cette salle magnifique. Pour ceux qui aiment le rock, on vous emmène au Bataclan ou ailleurs. Et puis, ça devient de plus en plus individualisé et plus le niveau d'individualisation est important, plus vous serez immergé, justement. Ensuite, voilà, on est en train de faire des lunettes de plus en plus ergonomiques, hein, pas moi, mais de manière générale. Et la dernière diapo, c'est ça, c'est de voir que cette fameuse immersion avec une prise en charge physique et psychique peut nous permettre de faire énormément de choses pour nos patients. C'est un point qui est très important, mais c'est vrai, hein, je suis chirurgienne tout comme vous, en tout cas bientôt diplômée, mais le secret d'une opération, c'est pas que nous, c'est eux, et d'ailleurs, c'est eux qui ont la place la plus centrale, donc il ne faut pas les oublier dans les prises en charge. Voilà. Merci, parfait. Merci beaucoup, bravo.